Bonjour à tous, je suis Claire Grelot, présidente et fondatrice de l'association La Belle Vie. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour ce temps fort autour du contrat d'impact que nous avons signé avec l'ADEME et des investisseurs autour du projet Écolo-Crèche. Et je suis très honorée d'accueillir Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, qui nous fait l'honneur d'introduire ce temps fort. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous êtes connecté? Tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que c'est bon? Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation, Madame la présidente de l'association La Belle Vie, Madame l'animatrice des tables rondes du jour, chère Catherine Lelièvre, Mesdames et Messieurs les participants à cet événement dédié à la signature du contrat impact porté par l'ADEME et La Belle Vie pour transformer le monde de la petite enfance. Alors, c'est très perturbant parce que je ne vous vois absolument pas à l'écran, mais j'imagine que vous m'entendez bien. Je vous remercie avant toute chose de m'avoir proposé d'ouvrir ces échanges. J'ai bien sûr accepté votre invitation avec grand plaisir, tant cette initiative exemplaire s'inscrit au carrefour de deux de mes préoccupations majeures. D'un côté, en tant que ministre chargé de la famille, construire un service public de la petite enfance qui nous donne l'occasion de faire grandir en même temps la qualité de l'accueil réservé aux tout-petits et celle du service rendu à leur famille. Et je signe d'ailleurs dans quelques minutes, enfin juste après, la nouvelle convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF, qui mettra près de 6 milliards d'euros au service de cette ambition d'ici à 2027. Et je serai cet après-midi au Sénat pour la défendre devant la représentation nationale. Et puis de l'autre, en tant que ministre des Solidarités, de consolider les fondations et d'accélérer la transition vers une société qui soit à la fois plus écologique et plus solidaire. Et je présenterai d'ailleurs très prochainement, aux côtés de la Première ministre, le pacte des solidarités qui dédie l'un de ces 4 piliers à la conviction que notre passage dans le monde d'après la transition ne pourra être couronné de succès que s'il intègre pleinement et d'emblée l'impératif de justice sociale. Sur ces 2 axes, j'ai lancé les travaux dès le premier jour de mon arrivée aux responsabilités, il y a 1 an, presque jour pour jour. Ainsi, 7 jours après ma nomination, je demandais à l'Inspection générale des affaires sociales de conduire pour la première fois une revue en profondeur de l'état des lieux s'agissant de la qualité de l'accueil dans les crèches et des causes de dysfonctionnement qui avaient pu être remontées. Les conclusions d'ailleurs du rapport qui m'ont été remises en avril et dont j'ai demandé la publication immédiate vous ont beaucoup secoué comme elles m'ont beaucoup secoué. Et j'en ai retiré les arguments et les pistes de travail nécessaires à élaborer et faire valider le volet qualité du service public de la petite enfance que j'ai présenté il y a quelques jours. Alors, dans des circonstances indépendantes de ma volonté, malheureusement, qui n'ont pas été idéales, mais j'y remédierai bien sûr dès que ce sera possible. On réorganisera dans les jours qui viennent, je pense, une réunion de présentation avec l'ensemble de l'écosystème et des acteurs du secteur. Il n'en demeure pas moins, et c'est, me semble-t-il, ce qui mérite que l'on s'y attarde, que d'une part, le plan pour la qualité d'accueil rappelle qu'ont été tenus les engagements pris, s'agissant par exemple de l'organisation, là aussi pour la première fois, d'une campagne de promotion des métiers de la petite enfance, et d'autre part, un plan qui reprend et qui prend la question de l'accueil dans le bon sens, c'est-à-dire en commençant par affirmer que le bon chemin pour restaurer et approfondir cette qualité d'accueil, il commence par les professionnels, par des professionnels compétents, en nombre suffisant et au clair quant aux missions qui sont les leurs. Et pour cela, qu'il convient d'abord de restaurer l'attractivité des métiers de la petite enfance dans toutes ses dimensions, niveau de rémunération, qualité de vie au travail, et puis le sens aussi qu'on vient trouver dans son travail et dans son engagement professionnel. S'agissant des revalorisations salariales, j'ai confirmé il y a quelques jours que l'État serait au rendez-vous et accompagnerait tous les employeurs jusqu'aux 2 tiers de leur montant, en contrepartie d'un engagement à améliorer la protection sociale de leurs employés,
sur la base de la convention collective la plus favorable du secteur. Cette condition, je l'avais posée dès septembre 2022, elle n'est donc pas nouvelle. Cette condition, elle ne crée pas un secteur à 2 ou 3 vitesses, comme j'ai pu le lire ici ou là, sous la plume notamment de certaines organisations patronales. Tout au contraire, je les invite à mettre de l'ordre et de l'unité au profit de leurs salariés dans le maquis conventionnel actuel. C'est une première étape et qui est déjà un grand pas, me semble-t-il, dans l'harmonisation et la création d'un secteur qui soit plus uni, plus lisible et qu'il ne se fasse pas concurrence sur de mauvais éléments au détriment des salariés, du sens au travail et de la qualité d'accueil dans les structures. Alors j'ai confiance qu'ils sauront saisir la main tendue afin de permettre à l'État de mettre à profit, au bénéfice de leurs employés, les plus de 200 millions d'euros annuels qu'il met sur la table et qui figureront également dans la coche de la CNAF. S'agissant de la qualité de vie au travail et au-delà du financement par l'État des travaux de préfiguration d'un observatoire dédié, dont les contours seront présentés à la rentrée, j'ai pointé l'horizon qui me semble être celui à rechercher s'agissant des taux d'encadrement, c'est-à-dire un resserrement vers un adulte pour 5 enfants. J'ai aussi proposé des outils pour avancer sur ce chemin, la définition de référentiels de bonnes pratiques professionnelles et organisationnelles, mais aussi l'identification de fonds dédiés au financement de ce coût de la qualité. Cet horizon, ces outils, ils s'inscrivent tous dans une même vision, celle d'un secteur de la petite enfance uni dans son ancrage, dans une même valeur commune à tous, la qualité d'accueil des tout-petits qui constitue en première comme en dernière analyse le sens au travail recherché par tous les professionnels de la petite enfance. Alors, par le contrat à impact que vous lancez aujourd'hui avec l'ADEME, chère Claire Groslo, vous participez pleinement de cette vision riche de la qualité de l'accueil et de ses bénéfices multiples. Pour l'enfant accueilli lui-même, des jouets et des produits d'hygiène ou d'entretien plus favorables. Pour les professionnels qui prennent soin de lui et l'accompagnent dans son développement, c'est la certitude de participer à un projet global, cohérent, à bonne échelle, celle de l'établissement, comme à l'échelle de l'ensemble de la collectivité, mais aussi pour les parents et plus généralement pour toute la société, en réduisant l'impact environnemental des crèches et en renforçant l'économie circulaire. Cela traduit et se traduit par ailleurs dans des chiffres, puisque de fait, la démarche que vous portez génère de nombreux impacts avérés, les économies d'énergie et d'eau, j'ai lu 20% en moyenne, la baisse de production de déchets, la réduction des polluants dans les crèches, mais également la réduction des absences pour maladies des professionnels, moins 34% en moyenne, et des enfants. Alors, pour avoir été moi-même gestionnaire lorsque j'étais de crèche, lorsque j'étais directeur général de la Croix-Rouge française, je sais que ces réductions de coûts supposent bien souvent d'abord des investissements initiaux, parfois conséquents, pour concevoir ou restaurer le bâti ou les aménagements intérieurs. Et j'y ai fait référence juste avant dans mon propos, mais je sais aussi toute la cohérence qu'amène ce type de démarche dans le projet des établissements, dans la stratégie des structures. Et c'est une démarche qui est indispensable au sens que viennent rechercher et trouver les salariés qui s'engagent dans les structures. Alors soyez assurés que j'ai pris garde, parce que je parlais de coûts, à ce que les aides de la caisse d'allocation familiale, que je sais elle aussi très motrice sur le sujet, en tiennent encore mieux compte pour la période qui s'ouvre. Avec la signature de ce contrat Impact, la Belle Vie lève 2,6 millions d'euros pour accélérer son déploiement national. Et je ne peux que m'associer à l'objectif qui est le vôtre d'engager 1800 nouvelles crèches dans la démarche dans les prochaines années pour atteindre 2500 crèches au total. Vous aurez ainsi contribué de manière déterminante à atteindre le point de bascule pour la transition écologique globale du monde de la petite enfance que vous souhaitez comme moi, à la fois plus vert et plus juste. Merci donc à vous, chère Claire Groslo, de porter depuis tant d'années avec une si belle énergie ce grand projet. Tous mes encouragements vous sont assurés dans cette nouvelle phase et je me réjouis par avance, évidemment, de suivre les progrès qui ne manqueront pas de se dessiner à cet égard dans les tout prochains mois.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente matinée d'échange. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour vos encouragements et votre soutien. Je souhaite maintenant, et j'ai l'honneur aussi de donner la parole à Monsieur Nicolas Grivel, directeur général de la CNAF, qui va poursuivre ce propos. Merci. À très bientôt, Monsieur le ministre. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez, j'espère. Bonjour, Monsieur le ministre, bonjour Claire. Salut Elisabeth Laitier également, je crois, présente. Et puis Noam Léandri pour l'ADEME, si j'ai bien compris. Merci beaucoup de m'accueillir. Quelques mots complémentaires. Le ministre a évidemment dit beaucoup. Il a dit beaucoup de choses qui nous concernent, État et branche famille de la sécurité sociale, puisque nous avons un engagement commun très, 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 très fort et qui sera très matérialisé ce matin même avec la signature de notre nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Ce qu'il a évidemment mentionné. On a néanmoins plaisir à participer dans cette actualité forte à votre actualité du jour, avec l'enjeu évidemment très croisé et très partagé d'accompagner à la fois les enjeux de la petite enfance et les enjeux du développement durable et de la transition écologique. Et on voit bien que, ce faisant, on parle un peu des mêmes sujets. C'est facile à dire, mais on investit globalement sur l'avenir quand on est sur ces deux thématiques et qu'on voit bien que si on veut traiter avec profit et utilité la thématique du développement durable, de la transition écologique, il faut investir dès la petite enfance, il faut investir dans tous les champs de la vie quotidienne, évidemment. Mais avec la petite enfance, on fait quelque part un peu plus. On a à la fois un impact direct par nos activités, par les activités des structures qu'on soutient, par leur impact écologique. Mais on a aussi l'impact évidemment beaucoup plus diffus, permanent, indirect, en lien avec les enfants, en lien avec leurs familles, en lien avec les professionnels, sur tout ce que ça peut changer dans un mode de fonctionnement, dans un mode de vie, dans un quotidien, et dans un engagement aussi citoyen sur ces sujets tellement, tellement importants. Donc c'est une question qui est à la fois d'une actualité très forte et qui est en même temps pas complètement nouvelle, puisque sur la base de la belle énergie que le ministre décrivait, nous avions déjà trouvé des points de convergence et de cohérence dans nos engagements depuis 2014-2015, dans le soutien qu'on peut apporter et le partenariat qu'on peut avoir avec l'association La Belle Vie, en lien avec l'État et l'État évidemment. Donc c'est quelque chose qui à la fois est déjà très ancien et très fondé, et déjà très éprouvé, très testé dans ce que ça peut apporter. On ne part pas de zéro, on est sur des choses déjà bien, bien balisées. Et puis en même temps, on a envie d'amplifier collectivement. Donc ça peut passer par plein d'initiatives différentes, mais la vôtre est tout à fait intéressante. On s'y associe vraiment avec une grande motivation, avec cette étape importante que vous soulignez aujourd'hui, avec le partenariat avec l'ADEME qui est évidemment très active dans le secteur et très légitime dans son action. Et puis avec tous les défis qui sont devant nous et que vous portez et que chacun connaît, avec une thématique d'innovation qui est très présente, d'innovation sociale, qui reste présente, même si encore une fois il y a une expérience, parce que le passage à l'échelle, c'est un défi. Évidemment, c'est bien quand on a prototypé les choses de manière très, et même un peu plus que ça, j'allais dire. Mais le passage à l'échelle, c'est un vrai défi. Il faut pouvoir s'appuyer dans cette logique d'innovation. L'innovation réussie, elle va jusqu'à ce passage à l'échelle. Et donc, c'est pas pour rien que dans la nouvelle convention d'objectifs et de gestion qu'on va signer tout à l'heure, il y a un axe innovation qui est très important et finalement qui va se diriger vers deux directions principales qui vont assez bien se croiser avec votre initiative de ce matin, l'innovation sociale et l'innovation environnementale. Et donc, on va souhaiter accompagner dans les années qui viennent nos partenaires, nos acteurs de terrain, nos CAF évidemment, et de manière générale la branche famille, mais sur ces logiques d'innovation sociale et d'innovation environnementale pour que on puisse être partie prenante d'un mouvement de fond de la société sur ces sujets. Donc c'est dans cette logique qu'on a déjà lancé avec l'État et le ministre un fonds d'innovation petite enfance. Il y aura d'autres initiatives qui se développeront. Et c'est dans cette même logique qu'on va renforcer nos capacités d'investissement et notre capacité de soutien aux établissements d'accueil des jeunes enfants autour de notre fonds de modernisation et qui sera adapté en vue de toujours mieux répondre à ces enjeux de transition écologique. Et puis, c'est très lié, le ministre l'a très bien dit, avec les enjeux de qualité de vie au travail des professionnels également. C'est quelque chose qui, à la fois est un plus, mais finalement, est quelque part un mieux aussi
dans le travail quotidien et donne des éléments très fédérateurs dans des équipes en lien avec toutes les équipes de l'établissement, mais en lien avec les familles, évidemment. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va renforcer dans la période tous les éléments de qualité de vie au travail, de qualité globale de l'accueil, donner plus de temps pour l'innovation pédagogique, le travail de concertation au sein des équipes, et que la dimension que vous poussez aujourd'hui, qu'on pousse avec vous, elle peut tout à fait rentrer dans cette logique-là pour accompagner des projets d'établissement, des projets d'accueil, des projets d'accompagnement des familles et des enfants qui sont tout à fait vertueux à tous les titres, développement de l'enfant évidemment, mais aussi impact environnemental derrière. Et donc sur ces sujets, finalement, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Je ne sais pas combien de gagnants il faut mettre, mais on est vraiment dans cette logique de dire que toutes ces initiatives, elles se renforcent les unes les autres pour avoir vraiment des modes d'accueil tournés vers les enjeux d'aujourd'hui, tournés vers les réponses aux attentes des familles et des enfants, bien évidemment, et tournés vers les réponses légitimes aussi des professionnels sur ces thématiques-là. Et donc, on est ravis de pouvoir vous accompagner, continuer à vous accompagner dans cette logique-là. Il y aura d'autres thématiques et d'autres acteurs qui peuvent intervenir évidemment sur ces sujets, mais c'est très bien d'avoir un axe très fort et très reconnu d'ores et déjà par l'ensemble des parties prenantes sur ces sujets. Donc, pour ces raisons, j'étais content de pouvoir vous dire quelques mots ce matin dans la suite du ministre avant d'aller signer la convention d'objectifs et des gestions, dont on est évidemment ravis également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre prise de parole. Et oui, je confirme le soutien depuis de nombreuses années que nous garantit la CNAF et la collaboration du travail que nous faisons. Et ce temps fort est un temps particulier. C'est à nouveau un changement d'échelle, comme vous le soulignez. Donc, merci beaucoup d'être là à nouveau. Je sais que l'agenda était très serré pour vous, pour le ministre. Et à la fois, symboliquement, c'était très fort qu'on puisse enchaîner les deux temps forts, ces deux temps forts. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et donc, je voulais aussi donner la parole. Je suis très honorée que Elisabeth Laitier, qui est maire adjointe honoraire de Nancy, qui est présidente du comité de filière de la petite enfance et rapporteur général de la concertation du service public de la petite enfance, nous ait fait l'honneur de se libérer et de venir pour prendre la parole aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être là à nos côtés. Pardon, merci Claire. Alors, Monsieur le ministre, bon, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais je vous cite malgré tout, Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'allocation familiale, Monsieur le secrétaire général de l'ADEME, Mesdames et Messieurs les élus, parce que vous avez un rôle important à jouer dans la mise en place de cette stratégie sur l'écologie. Mesdames, Messieurs, et puis j'allais dire chère Claire, merci Claire de m'avoir invitée ce matin pour tout simplement peut-être témoigner quelques brefs instants en utilisant mes trois casquettes que vous avez d'ailleurs citées toutes les trois, donc c'est bien, je n'ai qu'à les reprendre. La première, il s'agit donc de ma casquette de maire adjoint, maire adjoint honoraire, puisque j'ai donc été élue 25 ans à Nancy et j'ai eu le plaisir de découvrir ce qui s'appelait à l'époque Écolo-Crèche, avant que nous prenions de l'ampleur, nous soyons aujourd'hui sur La Belle Vie, et de vous faire venir à Nancy en 2017 pour présenter à l'ensemble des professionnels ce qu'était cette démarche innovante, je dois le dire. Nous avons choisi un multi-accueil de 100 berceaux dans un quartier politique de la ville et pendant 2 ans, les professionnels ont été formés par les équipes et en 2019, nous avons eu le plaisir et l'honneur de signer cette appartenance, ce label Écolo-Crèche. Alors, de ce que je retiendrai à côté de tout ce qui peut paraître évident, bien évidemment, c'est l'impact énorme que cela a eu sur les professionnels. Bon, je vous l'ai dit, c'est un gros multi-accueil, 100 berceaux, une quarantaine de professionnels qui sont là depuis longtemps pour certaines et dans des quartiers difficiles parfois. Et entrer dans cette démarche, elles me l'ont dit, ce n'est pas moi qui l'invente, entrer dans cette démarche les a vraiment reboostés. C'était dit, on nous l'avait présenté, on peut parfois peut-être être sceptique, et bien sincèrement, mesdames et messieurs les élus, peut-être que vous écoutez, je puis vous assurer que cela redynamise
vos professionnels et que effectivement l'absentéisme que l'on peut tout à fait comprendre, hein, dû à la fatigue, dû au découragement, s'est trouvé nettement réduit. Ça, c'était mon premier témoignage. Alors le second, Claire, vous avez parlé de ma mission de rapporteur général de la concertation sur la mise en place du service public de la petite enfance, SPPE. Je sors donc d'un tour de France, métropole ou hexagone, comme l'on dit, et puis outre-mer, et partout, dans les 15 départements que j'ai visités, ce sujet de l'écologie, de la mise en place d'un certain nombre de mesures a été évoqué. Et je pourrais dire que cela correspond à une attente des parents, des jeunes parents, de ces familles, à un désir des professionnels de travailler autrement et à une réelle volonté des élus. Voilà. Je vais citer par exemple à Rennes une crèche en plein air. Je peux citer aussi à Lyon des mises en place de végétalisation, de cours intérieurs, des mesures également au niveau de la vaisselle, au niveau des couches, enfin bref, tout ce qui est l'univers des enfants, hein, des tout petits. Donc là, réellement, une fois encore, je dirais que vous êtes vraiment dans le mouvement, ce grand mouvement qui est en train de se dessiner, et à juste titre, et c'est vraiment très bien. Et puis, ma troisième casquette, il s'agit de celle de présidente du comité de filière. Donc, nous travaillons depuis un an sur le problème absolument majeur qui est le manque de professionnels de la petite enfance, tous métiers confondus, et comment revaloriser ces métiers. Je laisse de côté les salaires, ce n'est pas le sujet là, pour parler simplement de la qualité de vie au travail et donc forcément de la qualité de l'accueil. J'ai coutume de dire qu'on ne peut pas être bien traitant avec des tout petits si l'on n'est pas soi-même bien traité. Eh bien, effectivement, cette qualité de l'accueil, elle passe par la qualité de vie au travail qui elle-même passe par le fait de pouvoir mettre en œuvre un environnement sain, un environnement totalement différent et qui correspond aujourd'hui aux attentes des familles, aux attentes des professionnels, aux attentes de la société. Je veux dire tout simplement, hein, n'oublions pas que par les petits, nous touchons également les familles. C'est très important, hein, et que d'autre part, ces petits d'aujourd'hui qui ont 18 mois, 3 ans, eh bien, ce seront eux qui feront notre société de demain. Voilà, donc vraiment, Claire, un grand bravo pour cet énorme travail que vous faites. Bravo pour votre ambition, parce qu'il fut un temps où il fallait en avoir et il fallait du courage également. Et puis, bien évidemment, je dirais que tous mes voeux vous accompagnent, vous et votre équipe, pour la mise en place de cette très belle mission. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre intervention et votre soutien de longue date également. À mon tour d'introduire ce temps fort que nous allons partager. C'est un moment historique pour la belle vie et nous avons le toupet d'imaginer aussi que c'est un moment historique pour le monde de la petite enfance en France. L'État a décidé début 2021, l'État avec l'ADEME a décidé depuis début 2021 de soutenir le déploiement du programme Écolo-Crèche pour générer un élan fort dans le monde de la petite enfance et insuffler une transformation du fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant qui soit encore plus propice au bien-être des enfants, au bien-être des professionnels, mais également propice à la réduction des impacts du monde de la petite enfance sur l'environnement. Ce projet est né il y a plus de 15 ans et vos précédents témoignages et vous, avec qui dont nous avons croisé la route depuis toutes ces années, vous décrivez l'énergie dont nous faisons preuve, mais c'est aussi grâce à toutes les interactions et les différents soutiens que nous avons reçus depuis ces 15 ans que la belle vie et le programme Écolo-Crèche en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a presque 1000 établissements d'accueil du jeune enfant qui sont engagés sur tout le territoire dans ce programme. Ce programme a donc fait la preuve de son efficacité, puisqu'il montre que nous pouvons à la fois, et vous le signaliez tout à l'heure, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général de la CNAF et Elisabeth aussi, que
ce programme arrive à améliorer non seulement la qualité de vie au travail des professionnels, à améliorer la qualité d'accueil des jeunes enfants, tout en réduisant son impact environnemental, avec des baisses des absences des professionnels, des réductions de maladies, des réductions de polluants dans les crèches, des baisses de déchets, des baisses de consommation d'eau et d'énergie. Et à cette période de notre vie, de notre société en France, ces réductions d'impact n'ont plus la même résonance. Aussi, nous sommes très, très heureux d'avoir aujourd'hui les moyens de déployer à grande échelle ce programme. Je remercie Monsieur Léandri, Noam Léandri, secrétaire général de l'ADEME, de la confiance qu'il nous confère. Je remercie évidemment les investisseurs qui aussi misent sur ce projet pour impacter bien plus. Donc, ces trois investisseurs sont BNP Paribas, Citizen Capital et INCO. Je remercie bien évidemment les équipes de La Belle Vie pour leur engagement. Et je vous fais la promesse que nous mobilisions la plus grande partie de notre énergie à piloter ce programme et à le déployer. Mais nous ne pourrons pas y arriver seuls. Nous avons besoin que tout l'écosystème de la petite enfance agisse et se mobilise à nos côtés. Donc, il faut que chacun prenne sa part d'engagement dans cette transformation sociale et environnementale du monde de la petite enfance. Et donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous donner les outils, les moyens de mieux comprendre cette mécanique et ce programme que nous allons mettre en place pour vous engager à nos côtés. Donc, voilà. Merci beaucoup, Catherine, de nous faire le plaisir d'animer les deux tables rondes auxquelles vous allez assister. Et donc, je donne la parole à Catherine. Merci, merci Claire. Donc cette table ronde est consacrée au contrat Impact qui vient d'être signé. Donc elle réunit les trois signataires, les représentants des trois signataires, donc Claire Grelot, la fondatrice et présidente de La Belle Vie, Noam Léandri, secrétaire général de l'ADEME, et Antoine Bédren, qui est associé à Citizen Capital, un des investisseurs qui accompagne le projet. Alors, peut-être pouvons-nous déjà définir ce qu'est un contrat à impact, Claire. Vous voulez nous dire? Oui, c'est ça. Donc, un contrat impact, c'est un contrat qui lie un porteur de projet qui a un impact, réel, qui a été prouvé, qui lie l'État et qui lie des investisseurs privés. Et donc, les investisseurs vont investir, miser de l'argent pour permettre le déploiement de ce programme. Et ces investisseurs seront remboursés, voire rémunérés en fonction de l'atteinte d'objectifs qui ont été définis de façon tripartite par l'État, les investisseurs et le porteur de projet. Merci. Excusez-moi, j'avais oublié de mettre le micro. C'est un peu compliqué d'animer une table ronde sans se voir. Donc, Noam Léandri, pourquoi avoir choisi cette forme de contrat impact lorsque vous avez lancé votre appel à manifestation d'intérêt sur, je crois, les projets autour de l'économie circulaire? Qu'est-ce qui vous paraissait pertinent dans cette forme de contrat? Bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez, en tout cas normalement vous devez m'entendre. C'est l'animateur qui a coupé ma vidéo, donc je ne peux pas la rétablir. Merci pour l'invitation et très heureux de pouvoir participer à cet événement de lancement officiel de ce contrat impact, de ce projet de déploiement. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Notre mission, c'est de favoriser la transition écologique sur l'ensemble du territoire, dans les entreprises, dans les collectivités locales, chez les particuliers, et là, en l'occurrence, dans les crèches. Donc, on est ravis parce que ça touche dès le plus jeune âge
la petite enfance, d'avoir des actions en rapport avec l'écologie, la transition écologique. Ça permet de pouvoir toucher ceux qui demain seront ceux qui subiront potentiellement les changements importants, changements climatiques, manque d'eau, etc. Donc, vous savez qu'il y a un certain nombre d'enjeux à très court terme, hein, puisqu'on en subit déjà aujourd'hui les premières conséquences de ces transformations liées au changement climatique. Et donc, ça nous a semblé particulièrement intéressant de pouvoir soutenir ce projet. Alors, pourquoi des contrats impact? Écoutez, l'idée, lorsqu'il nous a été soufflé en 2019, c'était de dire, voilà, on a testé des contrats impact en 2017, on aimerait en relancer. Et il y a des secteurs où ça pourrait faire du sens, notamment l'écologie. Donc l'ADEME n'était pas forcément à l'origine de cette idée, mais on s'est emparé du concept et on a lancé donc effectivement en 2020 un appel à manifestation d'intérêt pour financer quelques contrats impact. Et ce projet a été retenu. Alors, le contrat impact, ça permet deux choses. Ça permet de trouver des projets qui sont plus innovants dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et puis, deuxièmement, de pouvoir aussi faire des montées à l'échelle, c'est-à-dire une accélération très rapide d'un projet qui est pertinent. Et ça, en faisant appel à des financements privés qui prennent le risque que le projet n'aille peut-être pas à son terme ou qu'il ne soit pas aussi efficace, performant qu'on l'avait imaginé. Et donc, c'est ça qui nous a semblé intéressant, c'est de se dire que l'argent public va être dépensé uniquement en cas de succès et que le secteur privé est prêt à prendre un certain nombre de risques pour un projet d'impact à intérêt général. Et donc, c'est ça qui était innovant, intéressant. Et je ne vais peut-être pas être plus long pour Merci. Donc, si je comprends bien, Antoine Vedren, c'est vous qui avez fait prendre le risque à vos investisseurs, qui sont pourtant pas des philanthropes. Expliquez-nous comment vous arrivez à convaincre des investisseurs de prendre des risques. Merci. Alors, déjà, je dois dire que le fonds Citizen 6 qu'on a lancé et qui est vraiment dédié au contrat impact, et on l'a lancé en début d'année, c'est un fonds qui s'inscrit pleinement dans nos stratégies chez Citizen, hein, de mobiliser le capital vers des projets et des entrepreneurs qui relèvent des défis socio-environnementaux majeurs. Donc, on a l'habitude de mobiliser des investisseurs pour essayer de trouver des solutions aux grands enjeux de notre époque. Et à travers, en fait, nous, on fait du financement de start-up et de PME de façon, on va dire, un peu classique, même si les start-up et les PME qu'on accompagne sont vraiment mettent l'impact au cœur de leur modèle économique. Mais en parallèle de ça, on a vraiment la volonté en permanence d'ouvrir de nouvelles voies pour le capital, de lui faire prendre des chemins qu'il n'a pas l'habitude de prendre, de déployer des nouveaux modèles de financement qui soient adaptés aux solutions existantes et qui sont proposées par des porteurs de projets comme la Belle Vie. Et pour le coup, sur ce projet-là, en particulier sur ce projet de fonds, hein, c'est un fonds qui a 14 millions d'euros spécialement pour les contrats impact, on a aussi eu la chance de rencontrer et de connaître depuis de longues années Pauline Euzet et Miranda Patelière, qui sont les cofondatrices d'un cabinet qui s'appelle SB Factory, qui sont des experts des contrats impact depuis plusieurs années et qui, en fait, ont beaucoup discuté avec des investisseurs potentiels sur le fait de pouvoir financer ce type de dispositif. En fait, ce sont elles qui ont l'idée du fonds, hein, qui sont venues nous voir en disant qu'il y avait un trou dans la raquette côté investisseur. La puissance publique s'engageait à travers des AMI. Les porteurs de projets, ils sont là depuis très, très longtemps. Hein, ils sont bien là. Mais il manquait des investisseurs pour faciliter la vie des porteurs de projets, finaliser les tours de table. Et donc, on avait déjà travaillé avec elles par le passé sur des contrats impact. C'est un sujet qui nous intéresse depuis très, très longtemps. Et on s'est dit que c'était le moment de franchir le pas et de s'allier à SB Factory pour essayer de déployer un nouveau modèle de financement. Sur le fond, et je vais répondre à votre question, mais sur le fond, ce qui nous intéresse, parce que c'est ce qui intéresse aussi les investisseurs, hein, c'est qu'on a un dispositif hyper complet qui permet de faire se parler des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler ensemble. Et je pense notamment à la puissance publique et aux investisseurs privés, avec une vraie volonté de faire évoluer les politiques publiques. Et oui, on fait prendre des risques aux investisseurs, mais j'ai envie de dire que si les investisseurs ne prennent pas de risques, on est un peu mal barré quand même. Donc, heureusement qu'on trouve des investisseurs qui ont envie de prendre des risques. Et l'avantage du contrat impact en tant que tel, c'est que dans un fonds comme le nôtre, où les risques sont quand même mutualisés entre plein de porteurs de projets différents, on n'est pas juste sur la Belle Vie, on va financer d'autres contrats impact,
on a pour les investisseurs la possibilité de rentrer dans une logique de préservation du capital qui, en gros, leur permet d'investir dans des projets, de pouvoir récupérer leur mise, le cas échéant avec une petite prime, ça se passe bien, et du coup de pouvoir réinvestir leur capital dans d'autres projets, que ce soit en philanthropie ou en investissement impact. Donc on a une vraie, c'est presque de la philanthropie evergreen en fait, le contre-impact, une vraie capacité de démultiplier l'impact de l'euro investi, et c'est ça qui fait toute la spécificité, la beauté, qui séduit un certain nombre d'investisseurs. C'est pas facile, mais il y en a quand même un certain nombre qui nous suivent, des fondations, des personnes privées et aussi des institutionnels aujourd'hui. Bon, merci. Claire, on va revenir au contrat impact Label Vie. Concrètement, comment s'est passée votre candidature? Quels sont les objectifs, les arguments que vous avez développés pour, on le sait maintenant, avoir finalement été lauréate? Mais comment vous vous êtes organisé pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt? Alors, nous étions, quand l'AMI a été publiée fin 2020, donc l'appel manifestation d'intérêt AMI, nous étions déjà prêts parce que dans la démarche pour le crèche, la mesure d'impact, c'est le cœur du projet. C'est-à-dire qu'on mesure l'impact des établissements d'accueil du jeune enfant du début, dès leur engagement et tout au long de leur démarche. Donc, on a déjà l'habitude de mesurer ces impacts, de récolter les données. Et donc, on avait commencé à agréger, parce qu'on avait déjà, à l'époque, on avait 580 crèches quand on a répondu à l'AMI dans le réseau. Donc, c'était quand même pas mal de données. Donc, on avait l'habitude de les récolter, les agréger, de voir les évolutions des impacts. Et on avait travaillé avec une organisation qui s'appelait l'Impact Invest Lab, qui s'appelle FAIR aujourd'hui, qui nous a vraiment aidé à préparer notre dossier. Donc, on avait tapé à plusieurs portes de l'État pour savoir si un contrat d'impact pouvait se mobiliser sur nos sujets. Et quand l'ADEME a lancé cette AMI, c'était inespéré pour nous. On était prêts, on a répondu. Donc, nos atouts, ce sont les impacts mesurés depuis longtemps. C'est un dossier très bien préparé par des partenaires qui nous ont aidés à le faire. Voilà, donc également l'entreprise Goodwill Management qui nous a aidé aussi à monétiser les impacts de la plupart de ces, de ces résultats. Mais concrètement, quels ont été vos arguments par rapport à la demande d'économie circulaire de l'ADEME? Qu'est-ce que vous avez concrètement, en fait, on a proposé de déployer la démarche pour montrant que chaque crèche engagée permettait d'économiser un certain nombre d'argent pour l'État via la réduction des impacts. On a proposé de déployer plus largement ce projet et donc montrant que l'État a tout intérêt à soutenir ce déploiement puisque au final, les retours les effets finaux vont être bénéfiques à l'État. Quand on consomme moins d'énergie, c'est moins de dépenses pour l'État. Quand on consomme moins d'eau, c'est aussi moins de dépenses pour l'État. On a même besoin de traiter l'eau, de produire l'énergie et la réduction des déchets, etc. On voit bien comment les économies financières peuvent être efficaces quand on réduit l'ensemble de ces impacts sur l'environnement. Noam Léandri, je crois que pendant toute la période où vous receviez les candidatures, vous avez néanmoins anticipé en leur permettant de rencontrer des investisseurs potentiels, parce que ce ne sont pas forcément des personnes que les porteurs de projets ont l'habitude de rencontrer. Oui, tout à fait. En fait, l'intention que nous avions, c'était que, ce qui ne s'est pas produit in fine, mais c'était que des porteurs de projets arrivent déjà avec leurs investisseurs et nous proposent un projet de contrat qu'on aurait pu signer un peu clé en main. C'est-à-dire que l'idée, c'était que l'articulation se fasse directement entre les investisseurs et les porteurs de projets. Et donc, c'est pour ça qu'on avait créé des speed dating avec investisseurs, porteurs de projets, pour que chacun puisse essayer de se rencontrer et de créer déjà un certain nombre de couples, enfin de réunions. Bon, force est de constater que finalement, les investisseurs étaient un peu plus attentistes et ont préféré d'abord voir comment la puissance publique convenait des indicateurs, des impacts, négociait directement avec le porteur de projet, la Bellevie dans le cas d'espèces. Et ensuite, on a pu trouver des investisseurs. Mais il était quand même extrêmement important
que des investisseurs puissent déjà commencer à s'intéresser à ce projet, parce qu'à la fin, l'ADEME payera que, in fine, seulement si les indicateurs d'impact sont atteints, alors que tout de suite, l'argent frais qui rentre dans les caisses de la belle vie, ce sont les investisseurs privés qui le mettent. Et donc, le projet il n'a pas lieu s'il n'y a pas d'investissement privé. La puissance publique, et pour l'ADEME, dans ce type de contrat impact, là, impact écologique, on interviendra qu'à la fin, on remboursera les investisseurs au prorata, si vous voulez, des impacts réalisés par rapport à ce qui était promis. Donc, c'est pour ça qu'il est absolument important que le secteur privé soit tout de suite présent dans le tour de table, dans la discussion, dans la négociation, parce que sinon, le projet, il n'a pas lieu. Donc, ça met beaucoup de pression sur vos épaules. Claire, est-ce que c'est pendant ce premier speed dating que le coup de foudre entre, j'allais dire Antoine et Claire, non, entre La Belle Vie et Citizen Capital a eu lieu? Claire, je te laisse répondre du coup. Non, mais un peu, c'est-à-dire que ce speed dating nous a permis effectivement de rencontrer des investisseurs potentiels qui sont peu nombreux en France, trop peu à notre goût, puisque donc on a pu rencontrer un certain nombre d'entre eux pendant ce speed dating, mais ensuite ça prend du temps. C'était il y a 2 ans et demi, hein, donc là on est en train de célébrer quelque chose qui a été validé par l'État il y a 2 ans et demi. Le temps de trouver des investisseurs, de faire les montages administratifs, juridiques, c'est très complexe. Donc, un appel aux investisseurs, intéressez-vous au contrat d'impact. Vous n'êtes pas assez nombreux, les projets sont là, l'État se mobilise et finalement, ça prend beaucoup de temps parce que voilà, ce trio, il est très compliqué à organiser. Il est compliqué. Puis, si je peux ajouter un tout petit point, c'est que nous, à l'époque, on s'était rencontrés dans ce speed dating, effectivement, Claire. Après, on a fait plein de rencontres avec l'équipe, hein, parce que derrière Claire, il y a une super équipe. Et nous, c'est un des points essentiels hein, quand on finance des projets, c'est l'équipe. Et là, on est une équipe de super haut niveau, hyper enthousiaste, hyper engagée. C'est quand même assez chouette. Mais on avait un petit point, c'est que nous, notre fonds n'était pas levé non plus et lancé à l'époque. Donc, en parallèle de regarder des projets comme La Belle Vie qui étaient hyper intéressants pour nous, on a nous-mêmes fait notre levée de fonds pour constituer le fonds Citizen 6 et être en capacité d'investir. Donc, je pense que ça a un peu ralenti le process, mais dans tous les cas, finalement, vous êtes quand même le premier contrat consigné aujourd'hui, hein, La Belle Vie. Donc, tous les contrats prennent du temps. Et je ne suis pas sûr que notre retard à l'allumage ait forcément complètement ralenti le process. Donc, vous avez déjà commencé à répondre à la question que j'allais poser à Noam, Léandri et à vous-même. C'est qu'est-ce qui vous a plu dans le projet La Belle Vie? Donc, l'équipe, vous avez dit, mais pas que, et j'imagine. Et puisque vous aviez beaucoup de dossiers de candidats, Noam, Léandri, pourquoi La Belle Vie? Qu'est-ce qui vous a paru particulièrement pertinent dans leur projet? Alors, je ne vais pas reprédire hein, ce qu'ils font parce que en soi, c'est bien, c'est intéressant et ça va dans le bon sens. C'est surtout que c'est une compétition, effectivement, un appel à manifestation d'intérêt. Donc, il faut pouvoir déterminer. Je suis replongé justement dans les fiches d'analyse des dossiers hein, qu'on a analysés. Ça remonte effectivement, comme disait Claire, à maintenant fin 2020. Donc c'est pas tout récent et ce qui semblait le plus intéressant c'est que c'était un projet qui est dans la logique des contrats impact, c'est-à-dire que on est sur de la prévention. L'idée du contrat impact c'est d'éviter des coûts, c'est qu'il y ait des coûts évités pour la collectivité et donc là en l'occurrence du gaspillage de ressources, de matières, de surconsommation d'énergie, d'eau, etc., de déchets, et donc d'éviter faire de la prévention. Ça permet de limiter ces impacts négatifs et au contraire d'avoir un impact positif. Donc ça, déjà, premièrement, ça rentrait dans cette logique de contrat impact. Deuxième aussi facteur de succès, c'est l'idée de pouvoir aller sur un déploiement très large, hein, puisque quand même l'objectif, c'est de réussir à couvrir presque une majorité de crèches, hein, je crois, enfin, ou de structures d'accueil de la petite enfance sous le contrôle de Claire. Mais voilà, l'idée, c'est de passer de quelques centaines aujourd'hui à des milliers demain. Et donc voilà, c'est l'idée de monter à l'échelle très rapidement. C'est aussi ce qui nous a intéressés. Alors, on considérait qu'il y avait un risque, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop facile. C'est-à-dire que si on dit avec 2 ou 3 millions, on est sûr d'atteindre le résultat, ben dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire un contrat impact, il n'y a plus qu'à faire. Et là, l'intérêt, c'est de se dire, c'est qu'il y a un risque, parce que l'ambition est élevée. Et l'impact sera aussi important. Et donc, c'est le troisième facteur de succès, c'est le fait qu'il y ait un risque qui soit du coup porté par les investisseurs privés et qui pourra ensuite bénéficier à la collectivité du fait de l'ampleur de la tâche qui sera réalisée.
Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Antoine Védrenne, sur le choix d'accompagner la belle vie? Ah oui, je veux bien parce qu'en fait, effectivement, il y a une phrase qui nous a marqué, hein, une phrase de Claire, hein, et dans laquelle on se reconnaît pleinement, qui était de dire l'impact n'est pas une option. Et en fait, dans le projet de la belle vie, au-delà du contre-impact, dans toute la démarche de la belle vie, ce qui nous plaît, c'est que cette démarche, elle est systémique, elle est globale. Il n'y a rien qui est mis en option. Donc, il y a effectivement, Noam est là, l'ADEME est là, et ils en témoignent, il y a une ambition écologique très forte, hein, dans le projet de la belle vie. Mais en fait, il y a aussi une ambition sociale qui est très grande. Donc, il y a une vraie logique système qu'on retrouve un peu partout, surtout le contrat. On s'intéresse aux crèches qui sont comme des lieux de vie structurants pour les jeunes, mais après, on pourra déployer dans d'autres et répliquer dans d'autres lieux collectifs, les EHPAD, les centres de loisirs. On retrouve même cette logique système dans les indicateurs, parce qu'au-delà des indicateurs déclencheurs de paiement sur les consommations d'eau, d'énergie, nombre de crèches, etc., la belle vie s'est engagée à suivre 9 autres indicateurs, et notamment effectivement sur le bien-être, on en parlait tout à l'heure, des professionnels de santé, mais aussi des enfants. Et puis on le retrouve aussi dans la gouvernance du projet, ce qui est un point extrêmement important dans les projets de contre-impact. La gouvernance est importante. Il y a des comités de pilotage qui sont mis en œuvre. Alors aujourd'hui, la CNAF n'est pas forcément au comité de pilotage, mais on sait qu'il y a un travail hyper étroit qui est fait par la belle vie avec la CNAF. Et donc il y a une vraie volonté de la belle vie, de Claire des équipes, de transformer les politiques publiques. Et ça, c'est un point essentiel pour nous. C'est un des points fondamentaux quand on regarde un contre-impact, de voir s'il y a une ambition, une volonté de changer les politiques publiques, et c'est le cas ici, quoi. Voilà, donc tout ça avec l'équipe hyper chouette qui est derrière fait qu'on a envie d'accompagner. Merci. Bon, maintenant, Claire, il n'y a plus qu'à faire. Donc, concrètement, ça va vous permettre de changer d'échelle, de passer dans une autre dimension. Alors, comment? Parce que je crois qu'en plus des nouvelles crèches à embarquer, vous avez des projets de 5 écolieux qui seraient un peu des lieux pilotes. Donc, beaucoup de choses à faire en 5 ans. Comment vous allez vous y prendre? Oui, d'autant que nous avons déjà commencé le changement d'échelle depuis la promesse de l'engagement de l'État début 2021. Nous avons commencé à déployer le programme à une vitesse plus importante. Alors, il y a augmenté le nombre de crèches engagées dans la démarche, c'est sûr. Donc, pour ce faire, on a besoin de développer nos équipes, donc d'avoir plus de personnes pour sensibiliser les gestionnaires à ces enjeux, d'avoir plus de personnes pour animer les communautés des professionnels engagés et puis pour les former, les monter en compétences, parce que notre projet, c'est un projet de passage de relais, de montée en compétences du monde de la petite enfance. Donc plus de monde, plus d'outils aussi, on va développer des outils. On a commencé à développer une plateforme digitale qui nous permet de transmettre de l'information et de la formation et de l'animation des communautés aussi à distance. Donc, on va la faire monter en performance parce que c'est un outil qui nous est précieux et qui fait gagner du temps aux équipes pour que ces équipes se concentrent sur la haute valeur ajoutée humaine que nous pouvons avoir. Aussi, renforcer notre présence sur les territoires parce que le digital, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Nous sommes dans un projet humain et le contact humain, le rapport avec les humains, les échanges en présentiel, même si aujourd'hui notre temps fort ne le montre pas, et bon, on s'adapte. Les temps en présentiel sont très importants pour nous, donc nous allons renforcer notre présence sur les territoires et notamment, vous le disiez, chère Catherine, avec la création de 5 lieux totems, de 5 lieux pilotes qui sont des écolieux dédiés au monde de la petite enfance, dans lesquels non seulement il y aura un établissement d'accueil du jeune enfant sous une forme adaptée aux besoins du territoire, donc à discuter avec les communes, les collectivités qui vont nous accueillir et les CAF qui vont nous soutenir sur ces projets, un centre de ressources sur les questions de transition écologique et sociale et monde de la petite enfance, et un centre de formation où les professionnels de la petite enfance et les gestionnaires pourront venir se former pour opérer cette fameuse transition. Donc voilà à quoi vont nous servir ces moyens. Voilà. Merci. Alors pour terminer cette table ronde un peu au pas de course, je m'en excuse, mais on a un timing très serré. J'imagine, Noam Léandri et Antoine Védrenne, que vous ne lâchez pas la belle vie dans la nature, rendez-vous dans 5 ans, que vous avez une façon de les suivre, de les accompagner dans leur déploiement. Qui veut prendre la parole en premier
Noam Ouais, Landry? Noam, vas-y. Non, Je vais être très court, Antoine. Comme je vous vois tous les deux au même niveau, c'est compliqué. Bah, écoutez, moi j'espère si les investisseurs peuvent poursuivre leur soutien financier, moi j'y vois aucun inconvénient, au contraire. Non, mais écoutez, on va déjà avoir l'occasion de se réunir dans des comités de pilotage réguliers pour voir à quel rythme avance le projet, puisque voilà, les fonds seront débloqués progressivement, tant du côté des investisseurs que de l'ADEME au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc voilà, on aura d'autres occasions de se voir fréquemment. Et donc, les équipes spécialisées de l'ADEME en matière d'économie circulaire participeront à ces comités de pilotage. Et donc, j'espère aussi que ça enrichira, puisque c'était ça aussi l'intérêt de cette expérimentation contre impact, ça enrichira aussi nos propres analyses, ce qu'on peut voir par ailleurs, essayer de proposer d'autres formules, que ce qu'on fait là sur les crèches puisse aussi bénéficier à d'autres organismes, pourquoi pas des EHPAD demain ou d'autres formes de logement collectif. Voilà, je crois que ça, voilà, l'idée, c'est quand même que ce type d'initiatives qui sont expérimentales pour l'ADEME puissent irriguer après dans d'autres secteurs. Et donc, voilà, nos experts économie circulaire participeront à ces comités réguliers. Merci. Antoine Ouais. Oui, enfin, je complète effectivement le comité de pilotage, c'est un endroit, un forum dans lequel il se passe pas mal d'échanges et avec plein de parties différentes autour de la table. Mais après, nous, on va essayer de travailler comme on le fait habituellement avec l'ensemble des projets qu'on accompagne, soit des entreprises classiques, des associations, n'importe quel type de structure. C'est d'être présent déjà. Donc, être présent en soutien quand ça va bien ou quand ça va mal. Alors, quand ça va bien, c'est facile. Quand ça va mal, c'est plus compliqué. Et c'est donc d'être en capacité d'être là pour réfléchir, faire miroir, appuyer des démarches, mettre en lien s'il le faut avec les bonnes personnes, et puis le cas échéant, réfléchir à la suite, effectivement, sur d'autres types d'accompagnement possibles. Voilà, donc on va faire notre métier de financeur, je préfère un financeur qu'investisseur d'ailleurs, c'est plus joli, pour accompagner les projets dans leur réussite. En tout cas, on est vraiment super fiers d'être autour de cette table, et merci encore de votre confiance côté La Belle Vie. Merci. Écoutez, la table ronde était intitulée Contrat Impact, un cercle vertueux pour toutes les parties. Moi, je vous remercie beaucoup. Vous avez été très vertueux parce que vous avez respecté le temps imparti et c'était serré. Vraiment, merci beaucoup à tous les trois. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Voilà, on enchaîne avec la deuxième table ronde. On a vu ce qu'était un contrat impact, le challenge qui attendait La Belle Vie et ses équipes. Il leur faut convaincre et embarquer de plus en plus de crèches dans la labellisation écolo-crèche. Finalement, plus que des grands discours, donner la parole à ceux qui ont fait le choix de s'engager dans une labellisation, c'était peut-être une bonne solution pour convaincre, s'il est nécessaire encore de convaincre, pour montrer pourquoi c'est efficace, pourquoi c'est intéressant pour les équipes. C'est pourquoi nous avons réuni ici. Alors, ce n'est pas le même ordre que ce qui s'affiche. Donc, Sarah Ferrandi, qui est responsable enfance et parentalité à l'ADMR. Véronique Kerleger, qui est conseillère en hygiène et prévention auprès de la direction de petite enfance de la mairie de Villeurbanne. Annick Bouquet, maire adjoint, déléguée à la petite enfance de Versailles, et Annick anime aussi un groupe petite enfance des élus des Yvelines. Clotilde Gambier, qui est responsable développement du réseau de crèches Les Petites Canailles. Alors, je ne vois personne. On va tout de suite commencer pour essayer de voir pourquoi vous avez tous décidé à votre niveau de vous engager dans la labellisation avec La Belle Vie et quel a été finalement l'élément déclencheur. Alors, je poserai bien cette première question à Annick Bouquet, mais que je ne vois pas. Je ne sais pas si elle est là. Alors, si, je suis bien là, Catherine.
Bon, merci Annick. Annick, vous êtes donc maire adjoint de Versailles. 17 de vos crèches municipales sont en cours de labellisation. Et vous m'avez expliqué que finalement, c'était un coup de cœur avec pour une crèche qui vous a embarqué dans la labellisation. Vous nous racontez? Exactement. Alors déjà, on en a la moitié qui est labellisée, l'autre partie va l'être et j'espère qu'à la fin du mandat, toutes vont être labellisées. Alors, mon premier moteur, j'ai oublié de le dire, c'est qu'en tant qu'élue et comme femme politique, j'ai un moteur principal qui est qu'est-ce que je vais transmettre comme société demain à mes enfants et mes petits-enfants. Et puis, sur mon territoire, j'ai 2 crèches associatives, dont une qui s'appelle Le Petit Navire et qui, en fait, a été labellisée. C'est la première crèche à être labellisée puisqu'elle a été labellisée en 2010. Et donc, je suis allée… C'est la première crèche de France. Je ne peux pas parler. C'est la première crèche de France, exactement. Et donc, comme j'avais ce moteur en me disant qu'est-ce que je vais transmettre comme société de demain, et l'environnement est quelque chose d'essentiel, donc je suis allée à leur rencontre pour expliquer comment avoir ce label et en quoi ça consistait. Et c'est comme ça que je suis partie dans cette aventure, parce qu'ils m'ont présenté que alors qu'ils étaient les premiers, je pense qu'ils étaient un peu laboratoire test, et donc ils m'ont montré tout l'intérêt qu'on avait à partir dans cette aventure de labellisation. Véronique Kerleger, vous, le déclencheur? Bonjour à tous. Nous, notre déclencheur, ça a été d'abord le travail sur la santé-environnement, pour la qualité de l'air intérieur. Et donc, on avait commencé à mettre des projets plus propres sur les structures. C'était très difficile. Après, il y a eu un changement politique où ils ont commencé à parler de la transition écologique et donc ont voulu labelliser les crèches. Et nous avons fait connaissance avec la Belle Vie, qui nous a vraiment beaucoup aidés. Donc, on a les 13 crèches. La ville a choisi de labelliser en même temps les 13 structures de la ville, ce qui est très bien parce que d'ailleurs, ça fédère les crèches, ça nous fait notre petit réseau interne. Et donc, l'origine, c'était d'abord la qualité de l'air intérieur et après la volonté politique. Puisque Villeurbanne a changé de couleur politique au municipal, on peut le dire, et c'est donc ça. Une municipalité écologiste. C'est ça? Tout à fait, ouais. Voilà. Sarah Ferrandi, le déclencheur. Oui, bonjour. Du coup, nous, à l'ADMR, on avait une réflexion depuis 2017 au sein des instances ADMR. On a eu une première crèche labellisée en 2019, les Bambins de Bessan. Donc, c'est vrai que ça nous a un peu aspiré. On commençait vraiment à réfléchir. Et en fait, ce qui nous a vraiment incité à conclure un accord cadre avec la Belle Vie, c'était une forte demande du réseau. On avait plusieurs structures qui nous parlaient de la labellisation écolo-crèche, qui avaient envie de s'y impliquer, notamment parce que nos structures sont impliquées en milieu rural. En milieu rural, bien évidemment, on est particulièrement impacté également par tout ce qui est effet du changement climatique. Il y a une vraie réflexion sur l'éco-responsabilité. Donc, plusieurs demandes des structures, un retour d'expérience très favorable des Bambins de Bessan, une volonté aussi en interne à la DMR de s'engager pour les crèches dans une démarche qualité. On trouvait ce qui était intéressant aussi dans la labellisation écolo-crèche, c'était qu'il y avait au-delà des critères environnementaux, il y avait aussi une vraie réflexion sur le bien-être des enfants, le bien-être des parents. Et donc, tous ces éléments nous ont donné envie de nous engager dans la démarche. Et donc, on a signé un accord cadre avec la Belle Vie en juillet 2021. Clotilde Gambier, vous êtes responsable du développement, donc vous avez une position un peu particulière et vous nous expliquerez que l'engagement avec la Belle Vie est très particulier puisque toutes vos nouvelles structures qui ouvrent s'engagent dès le départ dans la labellisation. Mais au tout début, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les petites canailles ont eu envie de s'engager auprès de la Belle Vie, pardon? Oui, merci. Au tout début, les petites canailles, donc il y a un petit peu plus de 2 ans, moi à l'époque j'étais responsable de secteur et donc j'ai eu la chance de participer à l'arrivée de la Belle Vie dans le réseau Les Petites Canailles. L'objectif était à l'origine donc d'améliorer la qualité d'accueil des enfants et des familles dans les crèches. On voulait vraiment s'axer sur cela.
Et donc, on a commencé avec six crèches qui se sont donc engagées dans la démarche. J'ai eu la chance à l'époque de pouvoir participer aux premières formations donc d'engagement dans la démarche proposée par La Belle Vie et donc d'accompagner une petite équipe de directrices par rapport à l'ensemble du réseau qui avait une vraie envie de pouvoir participer à cette démarche de labellisation. Et par la suite, donc, comme vous l'avez très bien dit, Catherine, je suis rentrée donc au développement. Et aujourd'hui, nous avons donc la chance, en effet, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus après, mais de pouvoir accompagner nos crèches en ouverture dans cette labellisation. Et nous avons fait le choix avec l'équipe développement projet d'accompagner également 2 crèches en conception. Écolo-crèche en conception La Belle Vie. Donc, un plus en amont de l'arrivée des équipes, des familles et des enfants, dont on pourra parler après. Vous êtes déjà presque un écolieu dont parlait Claire tout à l'heure. Ah, peut-être, écoutez, on en serait ravis en tout cas, voilà. Alors, très concrètement, quel impact ça a eu sur vos structures? Qu'est-ce que ça change? Peut-être Annick, vous, dans la petite enfance à Versailles, qu'est-ce que ça change concrètement de vous être engagé dans cette labellisation? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, Annick Bouquet? Alors, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que beaucoup de choses ont été dites sur les économies. Non, mais vous allez probablement vous répéter toutes, mais c'est important quand même. Je vais juste compléter, justement. Je ne vais pas rajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit de toutes les qualités que ça apporte, mais je rajouterais quand même que c'est une spirale positive, en fait. C'est vraiment une spirale positive, non seulement parce que, c'est comme l'a dit Madame Laitier, la qualité d'accueil des tout-petits est indissociable de la qualité de travail des professionnels, et chez les professionnels, ça a créé une émulation, elles deviennent de plus en plus créatives, ça fédère les équipes, donc ce qui n'est pas rien actuellement, j'ai envie de dire, et puis elles ont vraiment le sentiment de participer, de contribuer quelque part à sauver la planète et d'y embarquer aussi les familles. Donc voilà, moi bien sûr que ça apporte énormément de choses, mais je pense qu'elles ont l'impression vraiment de contribuer à la société de demain, en plus de tout ce qu'elles apportent pédagogiquement à l'enfant, mais vraiment pour ça. Et pour moi, c'est un des facteurs. Et là, par rapport à Villeurbanne, si nous, on a échelonné les labels écolo-crèches, on va dire, c'est parce que j'ai souhaité que ça soit elles qui fassent le choix, qu'elles soient vraiment elles qui décident de rentrer, de s'embarquer dans cette aventure. C'est pour ça que, et puis petit à petit, en fait, ça a créé des émules, parce que certaines freinaient des cas de fer, parce que c'est vrai que c'est un réel changement d'habitude pour beaucoup de choses. Mais donc, de voir que les crèches qui étaient rentrées dans cette labellisation, c'était que du positif, comme je dis, une spirale positive, petit à petit, elles se sont toutes embarquées, et donc dans pas tout le temps, on aura toutes les crèches labellisées. Et j'espère embarquer les crèches des Yvelines aussi. C'est ce qui se passe actuellement. Pareil, on est dans la démarche pour le RPE, le relais petite enfance aussi est dans cette démarche. Et bientôt la crèche familiale, je crois. Bien sûr, complètement. Voilà, on embarque. Est-ce qu'après, vous embarquerez les crèches associatives que vous subventionnez? Alors, il y en a déjà une, l'autre, ça y est, commence à être embarquée. Mais justement, le fait que nos crèches aient été acteurs et décidé d'elles-mêmes, je pense que ça a été un terrible moteur pour entraîner le reste. Très bien. Merci, Annick. Véronique, excusez-moi, tout d'un coup, votre nom de famille m'échappe. Kerleguer. Kerleguer. Quels sont les premiers bénéfices que vous voyez à cet engagement vers une labellisation écolo-crèche? Alors, juste pour répondre, nous aussi, en fait, c'était une volonté de toutes les structures de partir en même temps parce qu'en fait, dans cette transition écologique, donc de cette volonté politique, nous avons cherché ensemble avec tous les agents comment on pouvait éventuellement répondre et il y a eu la labellisation qui est venue en avant et donc elles ont choisi de partir tout en même temps. Et on a eu la chance que justement la municipalité nous finance pour pouvoir engager toutes les structures en même temps. Alors, en fait, avec les difficultés qu'il y a actuellement dans les structures de personnel, on s'était dit que ça allait peut-être être un petit peu difficile pour fédérer parce que le personnel bouge beaucoup. Mais justement, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, ça leur a fait un projet en commun et ça fait quelque chose où elles se sont senties utiles. Et en fait, de changer de pratique, c'est quelque chose de motivant. Je pense qu'un projet, c'est quelque chose de motivant dans une vie en général. Et là, en fait, ça a été vraiment assez exceptionnel parce qu'elles se sont emparées de ce projet-là
peut-être pour changer de l'amorosité quotidienne, enfin je sais pas. Et elles ont vu tout de suite l'impact en fait sur des changements de pratiques avec les enfants qui se sont révélés énormément, le fait de sortir plus, le fait de découvrir la nature et le fait que, enfin, les enfants se sont calmés, on a trouvé d'autres activités qui changeaient en fait leur quotidien, parce que changer aussi le quotidien c'est aussi important et ce qui a un impact sur les enfants. Et maintenant elles sont de plus en plus tournées aussi vers l'aide à la parentalité, vers les parents. Elles font rentrer de plus en plus les parents parce que pareil, le Covid nous avait dit on ne fait plus rentrer les parents dans les crèches, donc c'était difficile de revenir en arrière. Et là, le fait qu'on puisse changer nos pratiques et avec ce contrat qu'on a fait avec la Belle Vie, avec l'aide à la parentalité, donc c'était vraiment magique en fait. C'était vraiment très fédérateur. Super témoignage, mais vous nous avez parlé tout à l'heure de la qualité de l'air, parce que vous avez dit que ça avait été au départ vos réflexions. Est-ce qu'au niveau purement, entre guillemets, environnemental, vous avez déjà eu des effets positifs aussi? Nous, au niveau de l'entretien, par exemple, des locaux, on n'est plus qu'avec le vinaigre, en fait. Donc, on a, avec notre prestataire les fournisseurs de produits d'hygiène, en fait, ils nous ont trouvé un système de microfibres qui fait qu'on nettoie. Donc, on n'a plus de produits chimiques complètement. C'est au niveau de l'air intérieur aussi, on savait qu'il y avait un peu toute la peinture. Là, on a un nouveau marché pour les meubles aussi, donc on a réussi à faire un nouveau marché pour les meubles, des meubles bruts sans produits, sans émetteurs de COV. Et puis l'étude de tout ce qui est du bâtiment, en fait, on travaille beaucoup avec la direction du bâtiment. L'avantage aussi, en fait, avec cette volonté politique de la transition écologique, c'est qu'il n'y a pas que la direction de la petite enfance qui est embarquée, en fait, dans cette transition. Il y a également les bâtiments, également donc le marché public, et en fait, ça aide beaucoup. Je pense que cette volonté politique nous a vraiment beaucoup aidé, en fait, parce que c'est toute la ville qui est embarquée, c'est pas que la petite enfance. Et à partir de l'année prochaine, on fait partir aussi, on a 8 relais, donc les 8 relais aussi démarrent l'année prochaine, et on espère bien pouvoir déployer en fait dans tout ce qu'on a mis en place nous dans les structures petite enfance, on espère aussi le mettre en place dans les écoles primaires aussi, tout ce qui est entretien par exemple. Merci. Sarah Ferrandi, et vous? Oui, alors. Donc, nous, on a à l'heure actuelle 20 associations qui se sont engagées dans la démarche, dont 3 qui sont labellisées, c'est 3 crèches. Nous, on voit pas mal d'impact déjà au niveau des équipes. C'est vrai que maintenant, le développement durable fait partie vraiment intégralement des projets pédagogiques. On a des crèches qui incluent justement l'engagement dans l'écologie, dans les entretiens de recrutement. On a une crèche dans le Rhône qui a ouvert et qui a été labellisée dès son ouverture, qui a mené les entretiens de recrutement aussi en sondant les candidats sur leur engagement, leur vision de l'éco-responsabilité. Et toutes les équipes nous remontrent que c'est vraiment un projet qui fédère, qui insuffle une dynamique. Ça permet d'impulser des nouvelles actions. Donc, c'est très apprécié par les équipes. Du côté des enfants, les équipes notent vraiment que les enfants prennent plaisir à jouer dans la nature. Les projets sont vraiment tournés vers les activités en extérieur. Voilà, ça c'est aussi un impact positif. Les professionnels ont également témoigné d'une plus grande qualité de relations éducatives. Typiquement, dans les activités, c'est beaucoup d'activités qui sont mises en place avec des matières naturelles ou des matières recyclées, on va dire. Et donc, on avait une professionnelle qui nous disait c'est intéressant de jouer par exemple sur une activité peinture, sans être hyper vigilant à ce que les enfants mettent la peinture dans la bouche. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle relation éducative qui s'installe. Côté famille, on voit que voilà, les familles, ça les inspire, elles ont envie de mettre en place certaines activités à la maison, elles ont envie elles demandent en fait beaucoup aux équipes, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes à la maison pour améliorer nos pratiques, quelles activités on peut reproduire. On a des parents qui ont été invités aussi à proposer eux-mêmes des ateliers dans les crèches. Donc voilà, ça a aussi un peu renforcé les relations, permet aux parents de s'impliquer un peu plus. Et puis côté oui, pardon. Non, oui, allez-y, mais pas trop longtemps parce je suis désolée encore, mais extrêmement serré. Je suis presque, non, les structures. Oui, bien sûr. Allez-y.
Côté structure, alors du coup, je ne vais pas mentionner tous les impacts, mais un impact intéressant, c'était tout ce qui était diminution, recyclage des déchets. On a des structures qui ont mis en place des couches lavables, des lombrés-composteurs. Donc voilà, on voit aussi un gros impact à ce niveau-là, mais je m'arrête là parce que sinon, je pourrais en parler pendant longtemps. Merci Sarah. Non, parce que je voulais que Clotilde Gambier ait le temps de nous expliquer à la place où elle est tout l'avantage, selon elle, de travailler en amont et d'être accompagnée en amont avec la Belle Vie pour préparer des ouvertures de crèches et des crèches qui sont dès le départ engagées dans la labellisation, avec cependant, je crois, l'idée que la formation des professionnels soit un peu plus tard pour ne pas surcharger les équipes au moment d'une ouverture. C'est ça, Clotilde ? Absolument, c'est ça, tout à fait. Dans le cadre de l'accompagnement de la Belle Vie sur nos crèches en ouverture, nous avons eu la chance l'année dernière donc d'avoir des missions de conseil pour 2 établissements. Pour l'un, c'était l'aménagement d'une coque brute et pour l'autre, c'était une rénovation dans l'ancien. Donc des contraintes bâtimentaires totalement différentes et donc la chance de pouvoir avoir des conseils qui soient adaptés aux différentes situations. Donc on attend nos prochains projets de construction ou autres pour voir quels pourront être les précieux conseils donnés par la Belle Vie. Et donc, pour ces 2 accompagnements-là, je vais vraiment parler plutôt de cela parce que les autres concernent plus l'exploitation et moi, je voudrais me concentrer sur cette partie conception. Donc, on a en effet eu un accompagnement pour tout ce qui était bâtimentaire, donc des conseils sur les matériaux, des conseils sur l'éco-conception. Donc, notre responsable projet s'est vraiment inspiré de ce qui nous a été conseillé et donné comme indication pour pouvoir répondre au mieux et être le plus en adéquation avec ce qu'on souhaite faire par rapport au développement durable. Et on a également eu la chance d'avoir des missions de conseil sur des recommandations pour tout ce qui touchait au matériel qui touche les enfants, donc tout ce qui est linge, tout ce qui est jouets, mais également tout ce qui est vaisselle, l'impact de tout ce qui peut être utilisation des plastiques, réduction des quantités de jouets, faire appel à des entreprises qui permettent le recyclage des jouets, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier dans les crèches. On a envie de faire du très beau, tout neuf et finalement utiliser des jouets recyclés, c'est très important aussi et qui à terme permettront aux familles aussi d'être sensibilisées à ça et de participer activement à ce projet. Et on a également eu une mission de conseil sur la rédaction du projet d'établissement. On avait envie de le rendre encore plus beau que ce qu'il était auparavant et donc d'axer vraiment sur la partie développement durable. Donc, on a eu ces trois accompagnements-là. L'avantage donc qu'on a eu, vous l'avez compris, c'est un accompagnement tout au long du projet, dans l'année qui a précédé l'ouverture de la crèche et au moment de l'ouverture, dans les semaines qui ont suivi, d'avoir le diagnostic initial de la Belle Vie, où pour le coup, là, la directrice de l'établissement était présente. Donc, a pu entendre ce qui avait été fait en amont sur son établissement, pouvoir s'en inspirer et le faire vivre dès le début de la crèche. Et en effet, comme vous l'avez souligné, Catherine, aujourd'hui, on est, je crois, tous confrontés à des recrutements qui sont pas forcément faciles. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser le temps à nos équipes de se poser et de faire vivre ce projet La Belle Vie dans les crèches de façon positive, sans qu'elles aient l'impression que ce soit une chose en plus à faire au moment de l'ouverture. Donc, elles sont sensibilisées, tout est fourni pour que ce soit dans ce respect de ce projet. Elles le savent et petit à petit, on les amène donc à travailler et à s'engager dans la démarche de manière officielle, même si elles le sont avant de manière officieuse, mais à s'engager de manière officielle un petit peu plus loin dans les 6-8 mois qui suivent l'ouverture de la crèche. Voilà. Pourquoi ce choix justement de ne pas former l'équipe dès le départ? On a aujourd'hui dans l'exploitation, on a une infirmière qui est responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement, et elle souhaite apporter un accompagnement étroit des équipes et des directrices. Et encore une fois, donc comme je le disais, pour pouvoir le faire bien et de manière vraiment positive, on souhaite le faire petit à petit plutôt que tout le monde d'un coup. C'est également la raison pour laquelle on a au début engagé que 6 établissements. Aujourd'hui, on en a donc 10. Donc petit à petit, pouvoir engager tout le monde, mais de manière sereine et s'assurer que les choses sont que les équipes s'approprient ce projet sereinement et pas de manière subie. On veut vraiment que ce soit un choix de leur part et un accompagnement au quotidien.
Là, je vais poser juste une petite question et réponds qui veut. On entend souvent dire que s'engager dans la labellisation a un coût. Alors, Véronique, vous avez dit que la municipalité vous soutenait financièrement. Annick, vous me disiez que vous aviez réussi à avoir quand même, notamment pour les formations, des aides de la CAF. Totalement, oui, totalement. La CAF nous accompagne, la CAF des Yvelines nous accompagne sur le sujet. Et c'est le cas aussi, Sarah, dans vos structures? Oui, alors ça va dépendre des départements, mais effectivement, on a pu avoir, oui, sur certaines structures, un accompagnement de la CAF, effectivement. Très bien. Écoutez, moi, je vous remercie. Oui, pardon, je peux rajouter quelque chose. Je voulais souligner quand même que ce label, c'est vraiment un engagement collectif de toutes les professionnels, de l'agent technique à la cuisinière, à la directrice de crèche. C'est vraiment un engagement total et que quand elles ont le label, je peux vous dire, elles sont extrêmement fières. Et d'ailleurs, je suis très émue quand je vois la remise de ce label. Et quand elles l'ont, c'est pas une fin en soi. Elles sont reparties dans une dynamique et elles ont encore envie de s'améliorer. Donc, vraiment, quand je constate ça, je trouve ça plutôt un impact extrêmement positif. Merci Annick. Moi, je vais être obligée de vous laisser parce que je fais partie des journalistes qui vont assister à la signature de la COS. Je vous laisse avec Pauline, que vous voyez là, qui va vous poser la dernière question, qui est en gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Et vous avez chacune une réponse différente. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie beaucoup et veuillez m'excuser de ce départ un peu précipité. Catherine a presque déjà posé la question, mais je vais la reformuler. Donc, à travers vos témoignages, on voit que ça fonctionne. Ça fédère les équipes, ça crée du lien entre les parents, les familles et ça améliore la qualité d'accueil. Mais j'imagine que ça demande pas mal de travail côté direction. Et vous avez toutes partagé en amont avec Catherine la pratique, ce qui fait que ça fonctionne chez vous. Je sais pas, je vais donner la parole à Véronique, par exemple. Je crois qu'il y a une personne qui est référente chez vous. Oui, tout à fait. En fait, c'est important. Je pense que même si toutes les équipes étaient partantes pour dans cette labellisation, mais effectivement avec les difficultés, je pense qu'il faut poursuivre parce que le personnel change beaucoup, les agents tournent beaucoup d'une structure à une autre. Donc je pense qu'il fallait une personne en fait extérieure sur le terrain pour fédérer et puis pour encadrer en fait. Et quand je sens qu'il y a un petit peu de mou en fait, on refait des réunions. Et puis alors moi vraiment ce qui m'a vraiment aidé, c'était les formations La Belle Vie. Les formations La Belle Vie, j'ai vu transformer en fait tous les agents, que ce soit effectivement de l'agent d'entretien à la directrice, en fait, ils ont tous bénéficié au moins d'une formation et ils sont revenus de ces formations complètement transformés avec énormément de dynamisme à vouloir mettre en place ces choses. Et en fait, comme elles y allaient à deux, elles étaient à deux pour former le reste de l'équipe en fait sur ce qu'elles avaient entendu et les nouvelles pratiques. Et donc, ça a fédéré vraiment un dynamisme pas possible. Et je voulais rajouter aussi que ça aide beaucoup, effectivement, dans les entretiens d'embauche, en fait. Quand on a un projet comme ça, j'avoue que ça aide vraiment beaucoup à recruter. Parce que c'est un projet qui est quand même, déjà c'est un impact environnemental qui est important et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, heureusement, qui sont sensibles à ce thème. Donc ça aide vraiment beaucoup. Mais donc les formations plus quelqu'un qui suit un petit peu toutes les structures et qui va sur le terrain, je pense que c'est vraiment quelque chose de dynamisant. Merci Véronique. Je crois que Annick, qui est dans la démarche avec les crèches de Versailles depuis un petit moment, va pouvoir nous dire aussi, j'imagine que ça fait écho ce que Véronique partage, mais vous avez peut-être autre chose à partager dans les éléments qui font que ça fonctionne. Non, on a aussi une personne qui accompagne sur ce projet parce que ce serait un petit peu pas simple, parce qu'il y a des moments, comme par exemple après Covid, il y a eu des moments d'essoufflement, de fatigue, à se poser est-ce que ça devait être une priorité, et voilà, parce qu'elles étaient assez fatiguées. Donc, elle est là pour recréer la dynamique, les écouter. Et par contre, oui, je souligne. Cette personne, c'est une personne de l'équipe, du terrain, oui, des structures. Exactement. Mais qui est tout le temps en interaction avec quelqu'un de La Belle Vie. Donc ça, justement, ça c'est très, très important. Et je voulais souligner aussi la qualité de la formation. Là, je viens de quitter une crèche qui attend sa labellisation et qui m'a
encore dit qu'elles ont vraiment énormément, énormément apprécié cette formation et qu'elle est essentielle pour elles. Et c'est vrai que, comme dit Véronique Carliguet, c'est important que toutes les crèches soient d'une ville et ce label, parce que non seulement ça crée une émulation, mais ça crée un partage, ça crée du lien d'une crèche à l'autre. Ça leur permet aussi, quand elles le souhaitent, ou de changer de crèche, mais de retrouver les mêmes projets, la même dynamique. Donc, non, pour moi, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment une spirale positive, sans parler bien sûr de l'impact financier, sans parler de l'impact environnemental. Et puis je voulais souligner de ce qu'a dit M. Grivel quand il a parlé de la COGE, c'est que bien évidemment c'est une innovation bien sûr environnementale, c'est vraiment une innovation, mais c'est aussi une innovation sociale parce que ça crée un lien entre les professionnels, entre les familles, entre les parents, et de se dire qu'on appartient à une société et qu'on y contribue justement à l'améliorer, cette société. Merci Annick. Sarah, à l'échelle de l'ADMR sur tout le territoire national, du coup, peut-être que ça crée du lien aussi, ce projet. Oui. Alors, nous, on a décidé, en tant qu'Union nationale des associations ADMR, de ne pas imposer la démarche. On avait vraiment envie, en fait, que les structures s'en saisissent et que ça parte vraiment d'une envie des équipes. Donc, les structures qui se sont engagées, c'est vraiment, on leur a présenté la démarche, on a fait des webinaires avec la Belle Vie, mais c'est vraiment parti d'une volonté. Et ensuite, quand elles font remonter cette volonté, il y a un accompagnement. Nous, on les accompagne côté Union nationale dans la réponse aux questions. On peut faire le lien avec la Belle Vie. Mais en fait, l'accompagnement se fait principalement au niveau de la fédération départementale. À la DMR, on a des fédérations dans chaque département qui accompagnent les associations du territoire. Et donc, c'est vraiment les fédérations départementales qui vont faire ce travail d'accompagnement, ce travail de mise en lien des structures au sein d'un même département. Et puis après, c'est vrai que les échanges de bonnes pratiques entre les différentes structures du réseau, c'est quelque chose aussi de fondamental. Il y a beaucoup de questions quand elles s'engagent dans la démarche, et donc de pouvoir échanger avec d'autres structures qui se sont déjà lancées. Voilà, c'est vrai que c'est un élément qui permet aux structures de mieux s'approprier la démarche, de trouver des nouvelles idées et de se sentir moins seul. Donc effectivement, cette mise en réseau, pour nous, ça a été très important pour le succès de la démarche. Et puis voilà, on continue. C'est complémentaire avec l'accompagnement et les formations dont parlait Véronique et Annick. Oui. Clotilde, peut-être vous aussi quelque chose à compléter, peut-être dans un projet d'ouverture, comment vous, côté direction, faire que ça fonctionne, qu'est-ce qui va faire que ça va le faire? Alors, sur le côté, comme je disais tout à l'heure, sur le côté exploitation, crèche déjà ouverte, donc on a quelqu'un qui anime et qui permet donc aux différentes crèches déjà engagées dans la démarche de pouvoir faire vivre ce projet, mais également qui va créer peut-être une sorte de parrainage avec les crèches qui sont en train de s'engager ou qui vont s'engager, puisque l'idée à terme, c'est que le réseau complet soit engagé dans la démarche de la Belle Vie. Et nous, au niveau du pôle projet développement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir s'inspirer de toutes ces missions sur les prochains projets que nous pourrons avoir, que ce soit en termes de construction ou autres sujets non encore abordés dans les missions de conseil qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Mais en tout cas, oui, je dirais qu'il y a un peu le pôle projet et le pôle exploitation où chacun va faire vivre la Belle Vie à sa façon, mais l'idée étant, oui, de créer quelque chose qui fédère les équipes et qui anime également les familles, je pense, au quotidien. Et c'est on le sent, c'est un véritable plus. Et comme vous le disiez, une espèce alors nous, on n'en est pas encore à la labellisation officielle, mais ne serait-ce que d'avoir la satisfaction d'avoir rempli le diagnostic initial ou le diagnostic impact. Les équipes sont très, très fières et sont surtout très fières de voir que ce qu'elles mettent en œuvre ou ce qu'elles ont envie de mettre en œuvre va apporter quelque chose de positif dans la crèche. Et donc, c'est aussi une manière pour les petites canailles d'apporter une pierre à l'édifice et voilà, et on est fiers de ça. On voit qu'il y a des petites célébrations tout au long de la démarche, pas qu'au moment de la labellisation, c'est très concret. Et je vois avec tous vos témoignages qu'on a plein de petits réseaux à l'intérieur du réseau et c'est hyper cool, parce que je m'occupe particulièrement de toute cette émulation collective. Donc, je vais passer la parole à Claire qui va clôturer. Merci à toutes pour vos partages et je pense que ça va lui donner du grain à moudre pour cette transition parfaite sur le changement d'échelle. Merci à toutes. Et Claire, je te laisse conclure ce temps. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé à ce temps fort.
Merci au ministre, au directeur général de la CNAF, à Mme Elisabeth Laitier, à Catherine Lelièvre d'avoir animé aussi ce temps fort. Merci à Mme Léandry, secrétaire générale de l'ADEME, de nous faire confiance. Merci aux financeurs de nous soutenir, soit Citizen Capital, BNP Paribas et INCO. Je voulais également remercier vous tous qui faites déjà partie du réseau, qui êtes les défricheurs les plus courageux, ceux qui ont essuyé les plâtres et qui ont montré que c'était possible et qui nous donnent l'énergie pour passer à un changement d'échelle, à un déploiement beaucoup plus important. Ce temps-là que nous avons voulu organiser est un premier temps fort. Ça n'est pas la dernière fois qu'on va s'adresser à vous et qu'on va prendre la parole sur ce sujet. Vous n'allez plus jamais arrêter d'entendre parler de nous. Donc, je voulais aussi insister sur le fait que nous sommes battus pour que ce temps-là existe avec en parallèle de l'actualité du monde de la petite enfance qui est en train de se jouer. Donc, dans 3 minutes, la séance de signature de la Convention d'objectifs de gestion 2023-2027 de la CNAF va s'ouvrir. Donc, c'était un timing très serré et pourtant, nous savons, à travers les différentes annonces, le travail que nous avons fait avec les services de la CNAF pendant des années, avec la DGCS, avec le ministère, avec lesquels nous poussons ces sujets de transition sociale et environnementale. Nous savons, le ministre l'a dit, et le directeur général de la CNAF l'a laissé entendre aussi, il va y avoir des annonces à ce sujet, donc nous espérons que la signature de la COJ va venir en point fort complémentaire à ce contrat d'impact pour aider à la transition écologique et sociale du monde de la petite enfance. Donc vous savez que nous visons à la suite de ce contrat d'impact, c'est atteindre, pour nous, on aura atteint l'objectif quand nous aurons atteint 2500 crèches engagées dans cette démarche et qu'elles auront réalisé des économies d'eau et d'énergie qu'elles font habituellement quand elles sont dans cette démarche. Mais vous savez que nous visons un changement systémique. On a fait le pari que s'il y avait 2500 crèches sur les quelques 14 000 qui existent en France, ça pourrait générer, avec le travail de fond que nous faisons avec les services de l'État, un changement systémique dans le monde de la petite enfance. C'est vraiment ce que nous visons. Donc, je voulais aujourd'hui m'adresser maintenant aux gestionnaires et vous dire... en ce moment, il est compliqué d'être gestionnaire d'établissements d'accueil du jeune enfant. Pourtant, nous sommes là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. J'espère que les témoignages de la table ronde précédente vous auront convaincus. L'équipe La Belle Vie est là pour vous conseiller, vous accompagner dans le pilotage de cette transition écologique et sociale. Avec notre plateforme, nous élaborons aussi des tableaux de bord qui vous aident à piloter, à comprendre, à mesurer vos impacts, à les quantifier, à les agréger. Et on parle d'impact vrai, on ne parle pas de semblant ou d'intention, on parle d'impact mesuré. Donc, chers gestionnaires, si vous avez des questions, besoin d'accompagnement, besoin de savoir plus sur cette démarche, on va vous faire passer aussi un formulaire de contact dans ce chat et vous pouvez contacter les équipes de La Belle Vie pour vous aider parce que, tel le mantra que j'utilise très souvent, en fait, on a vraiment besoin de vous tous pour agir et pour opérer cette transformation parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va aller plus vite et encore plus loin. Et cette transformation, on pourra l'opérer qu'avec votre participation à tous. Donc, gestionnaires publics, privés, entreprises, associations, n'hésitez pas à nous contacter et à nous donner aussi vos idées sur les modalités, comment nous allons ensemble opérer la transformation du monde de la petite enfance pour une meilleure qualité de vie des enfants, des professionnels et une réduction de l'impact environnemental. Ensemble, protégeons le vivant. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre participation et puis à très bientôt. Comme Claire l'a dit, je vous ai partagé dans la discussion un petit lien pour rester en contact avec nous. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions sur le contrat impact. On a été très serré en timing, mais il est 11h31. On vous laisse dans les temps. Merci à toutes et tous pour votre participation. À bientôt.